Oui, alors vous savez, mon cher ami Jacques Roger, c'est ce qui est déplorable dans notre République actuelle. Et quand nous disons que la Côte d'Ivoire n'est pas un État de droit, c'est que le droit n'est pas dit de façon équitable pour tout le monde. Le droit est analysé à géométrie variable. C'est malheureux. Et c'est ce qui fait qu'on a cette crise-là, en fait. Sinon, si le droit était pratiqué de façon impersonnelle, de façon équitable, on n'aurait pas eu de problème. Avec la même disposition, il y en a qu'on poursuit et il y en a qu'on épargne. On ne peut pas être dans un état de droit. L'état de droit, il est républicain, il est équitable pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mhm. Sinon, si on prend le cas de M. Tidiane Thiam, frappé par l'article 48 du Code de la nationalité, je précise que c'est l'article 48 du Code de la nationalité, à ne pas confondre avec l'article 48 de l'ancienne Constitution qui avait aussi fait débat, que M. Gbagbo a d'ailleurs utilisé pour que M. Ouattara soit candidat. C'est le fameux article 48 de la Constitution de 2000. Mais ici, nous parlons de l'article 48. D'ailleurs, M. Tidiane Thiam est doublement victime de cet article. Parce que M. Tidiane Thiam, quand j'ai parcouru le dossier, j'ai regardé, au fond, il a deux nationalités. Il est à la fois français et il est à la fois ivoirien. Donc, on ne pouvait pas dire même que il a fait, comment dire, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et dès l'instant où il a renoncé à la nationalité française, il était tout à fait libre. Mais à côté de lui, le cas que vous soulevez, le cas de M. Ouattara, on n'a jamais vu une seule déclaration judiciaire dans laquelle il a renoncé aux autres nationalités. Parce qu'il a vécu aux États-Unis. Qui nous dit qu'il n'a pas pris la nationalité américaine? Il a vécu, il a flirté avec le Burkina Faso aussi, il ne veut pas reconnaître ses origines burkinabées. Oh, qui nous dit? Et puis, il y a des actes d'achat en tant que burkinabé. Donc, vous voyez, tout ça, ça prête la confusion. C'est pour cela que les questions de nationalité, on aurait pu les éviter cette fois-ci en laissant les Ivoiriens choisir entre M. Tidiane Thiam et les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une république à géométrie variable où le droit est appliqué à la tête du client. Hélas, et Et j'ai dit. merci beaucoup. Le docteur Bogassako, concrètement, que pourrait-il se passer en Côte d'Ivoire, disons, dans les prochains jours et semaines à la suite, donc, si vous voulez, donc, de ces décisions attendues, selon vous? Oui, et je pense que ça va être ma dernière parole parce que je voudrais dire ceci. Malheureusement, alors souvent les gens nous traitent d'oiseaux de mauvais augure, comment dire, de rabat-joie ou de prédicteurs du chaos. Non, moi j'ai fait une analyse, mais une analyse réaliste. Et comme ça se fait en France, comme ça se fait en France, chez Macron, le gouvernement va tomber hein, d'ici une semaine. Vous voyez, le gouvernement Bayrou. Pour dire quoi, un analyste, il se fie aux faits et il fait une analyse plate. Cher ami, on a quatre étapes où le danger guette la Côte d'Ivoire. Il y a quatre temps forts où le danger guette la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment le dire, et ça, c'est un message que j'envoie au gouvernement. Première étape, le jour de la proclamation de la liste définitive des candidatures. C'est un moment très fort, un moment extrêmement fort au regard de l'analyse que je viens de produire. Et selon cette analyse, tout semble, tout donne à croire que le Conseil constitutionnel va valider la candidature de M. Ouattara, va rejeter celle de M. Gbagbo et de Tidiane Thiam. Ce qui est extrêmement dangereux parce que l'opposition nous a dit pas de quatrième mandat. Donc, si vous validez la candidature pour un quatrième mandat, imaginez ce que cela peut créer dans le pays. Deuxièmement, l'opposition voudrait une élection inclusive. Si vous ne retenez pas la candidature ni de Gbagbo, ni de Tidiane Thiam, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, premier moment fort, ça va être probablement au plus tard le 10 septembre, lors de l'annonce de la liste définitive des candidatures. Premièrement. Deuxième moment, qui sera difficile aussi à gérer en fonction de la liste proclamée, que va-t-il se passer pendant la période de campagne? Parce que pendant la campagne, il faut sillonner toute la Côte d'Ivoire. Or, il y a des bastions qui sont réservés à ces candidatures que vous allez rejeter. Est-ce que vous pourrez assurer la sécurité de tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national? J'ai peur pour la période de campagne électorale si on n'a pas pu obtenir un minimum de consensus.
Troisième moment fort, ça va être le jour de l'élection. Si l'élection est maintenue au 25 octobre, dans le climat actuel, dans le contexte actuel, il y a des raisons d'avoir peur. Et en tant qu'Ivoirien qui aime son pays, j'ai des raisons d'avoir peur. Et le quatrième et dernier moment qui va peut-être s'étendre, c'est lors de la proclamation des candidatures. Parce que M. Ouattara nous a habitués à des passages en force. Une fois que l'élection est terminée, il peut se proclamer vainqueur. Dans un tel contexte, dans la Côte d'Ivoire que je vois là, avec des millions de personnes qui sont rassemblées à Yopougon, venir dire que Ouattara a gagné pour un quatrième mandat, j'ai bien peur. En tant qu'Ivoirien, mais en tant que citoyen, mais en tant qu'humain, j'ai le droit aussi de réfléchir et je te donner mon point de vue. On ne veut pas l'entendre. On m'a contraint à l'exil. Mais d'ici, par la magie des ordres et par la grâce du divin, j'ai pu donner mon point de vue. Et c'est parce que j'aime mon pays, je dois interpeller les autorités, je dois interpeller tous mes compatriotes. Les jours qui arrivent ne seront pas de tout repos, ne seront pas aussi joyeux pour mon pays, malheureusement. Et j'ai dit. Malheureusement, merci beaucoup, docteur Bogasako, et surtout portez-vous bien. Hein. Alors, Merci beaucoup. voilà, merci donc à notre invité, docteur Bogasako, pour ces éclairages, j'allais dire, précieux sur donc, ce moment crucial de la vie politique ivoirienne. Et une chose est claire, l'avenir donc du processus électoral dépendra donc de la capacité du Conseil constitutionnel à se montrer donc impartial et donc à placer donc les institutions au-dessus donc des calculs partisans. Les décisions qui seront donc rendues dans les jours à venir auront donc un impact direct, non seulement sur les candidats, mais sur, disons, la paix sociale, la stabilité institutionnelle et donc la confiance donc, du peuple. Chers auditeurs, restons donc vigilants, car la démocratie n'existe que si donc les institutions appartiennent véritablement donc au peuple et non à un camp politique. J'allais dire le RDR devenu donc RHTP. La question que j'avais oublié de poser au docteur Bogasako, mais le RHTP a peur de quoi? Il contrôle tout, tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la communication, les finances donc de l'État, la CEI, le Conseil constitutionnel. Ils ont peur de quoi? Alors ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Ils ont peur de quoi? Mais malheureusement, ça sera certainement pour une autre fois. Merci beaucoup, les gars, et surtout, donc, rendez-vous pour une autre émission, disons, la semaine prochaine avec le docteur Bogasako. Et à partir donc, de lundi, nous aurons donc des invités. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Parmi donc, ces dossiers donc, de candidature, lesquels vous paraissent donc, les plus susceptibles de créer donc, débat ou contentieux? Très bonne question. Ce qui va m'amener donc à analyser parmi les dossiers déposés deux types de dossiers. Le premier type, c'est celui de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidjane Thiam, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, mais qui ont déposé leur candidature. Il y a une seule façon de comprendre ces dépôts de candidature, c'est que la pression sera mise sur le pouvoir Ouattara jusqu'au bout. Je répète, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. En déposant sa candidature, M. Laurent Gbagbo, tout comme M. Tidjane Thiam, veulent dire à M. Ouattara qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire faire la guerre. Ça ne veut pas dire faire des palabres. Ça veut dire jusqu'à ce que le pouvoir Ouattara comprenne que le dialogue s'imposait et qu'il s'impose toujours. Et moi, je veux dire à qui nous écoute. Il y en a qui disent, oui, mais c'est trop tard pour dialoguer. Il n'est jamais tard pour dialoguer. Car au cours d'un dialogue, on peut décider de reporter l'élection si tant que nous devons sauver des vies. Je répète, cher ami, rien ne valant la vie humaine, jusqu'au bout, on peut dialoguer. Et je pense que la candidature de M. Gbagbo, la candidature de M. Tidjane Thiam s'inscrivent dans ce sens-là. Jusqu'au bout, ils vont démontrer à M. Ouattara que c'est leur droit de candidater à l'élection présidentielle dans leur pays et ils n'ont de compte à rendre à personne, ils n'ont de permission à demander à
Personne. Deuxièmement, la candidature de M. Ouattara. Mais comment il faut la comprendre? C'est une candidature, j'allais dire, qui a été faite d'abord dans la honte, et puis c'est une candidature de défiance. Voici les deux mots qui caractérisent la candidature de M. Ouattara. Pourquoi dans la honte? C'est ça. Mais dans la honte, parce que c'est un quatrième mandat honteux. C'est un quatrième mandat honteux, humiliant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont mobilisé des gens. Ils n'ont pas mobilisé les gens pour concurrencer l'opposition à Yopougon par rapport à Yopougon. Non. Ils ont mobilisé les gens parce qu'il ne fallait pas que, de façon isolée, il aille déposer sa candidature en catimini. Parce qu'il veut toujours donner l'impression qu'il est soutenu par les siens. Et donc, il fallait qu'il vienne en fanfare pour que la honte soit tuée. Mais la honte est là. Parce que la communauté internationale rigole. Mais quel est ce monsieur qui vient du FMI, des États-Unis, d'Amérique, et qui avait dit qu'il voudrait candidater, ne serait-ce que pour un mandat au départ. Après, il en a fait 2. On peut le comprendre. Non, il en a fait 3. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Maintenant, il veut en faire 4. Parce qu'il s'en fout de la communauté internationale. Il dit qu'il est souverain. Donc, il fait ce qu'il veut à l'intérieur du pays. C'est une honte. Voici comment la communauté internationale lit cela. Et la défiance, parce que, en descendant lui-même dans l'arène, c'est une façon de dire à M. Gbagbo et à M. Tidjane Thiam, je suis prêt à mourir au pouvoir, que vous le souhaitiez ou pas. Et je voudrais ajouter, dans la défiance, il est là lui-même, il est présent lui-même, il veut assumer lui-même cette turpitude. Sinon, une autre personnalité, vous avez vu que les autres ont envoyé des gens aller déposer les candidatures. M. Ouattara aurait pu le faire. Mais il veut toujours montrer qu'il est le chef et que c'est lui et qu'il est déterminé. Et d'ailleurs, cette attitude-là nous donne à voir ce qui pourrait advenir par la suite, que ce soit par le verdict du Conseil constitutionnel ou par la suite des événements. Et j'ai dit. Alors, et ces dépôts de candidature suffisent-ils à tourner donc la page donc, de la crise de confiance ou celle-ci demeure-t-elle, j'allais dire, sous-jacente? En apparence, oui. C'est-à-dire que, regardez, quand vous avez vu vos confrères, au passage, il faut profiter pour saluer vos confrères journalistes, que ce soit, je peux me permettre de les citer, nos amis de l'AFTV, principalement, qui donnent à voir des débats assez ouverts avec des candidats. J'y ai vu, j'en ai vu certains là-bas et tout. C'est-à-dire que quand on regarde, on se dit, ah oui, mais l'élection présidentielle est en train de partir. Hein? Et du coup, ça donne un peu de force à ceux aux candidats qui se considéreraient comme des plans B. Vous voyez, quand vous voyez l'élection en train de partir, je vois au PDCI RDA certains militants qui en veulent davantage à M. Tidjane Thiam. Ils ne croient plus trop au combat. Ils se disent, ah, le combat est perdu. Je vois certains qui tournent autour de M. Awadon Melo. Donc, certains tournent autour de M. Jean-Louis Bion en se disant, à la lieu où vont les choses, le combat est en train d'être perdu. Et donc, nous en voulons à M. Tidjane. On n'est pas content de lui parce qu'il a mal. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. La crise ne peut pas être jugulée parce qu'une soixantaine d'Ivoiriens ont déposé leur candidature, y compris M. Gbagbo et M. Tidjane Thiam. Donc, le dépôt des candidatures donne une illusion de ce que le processus est en marche, donne l'illusion que M. Gbagbo est rentré dans le jeu, donne l'illusion que M. Tidjane Thiam est rentré dans le jeu et que le combat est perdu. C'est mal, c'est une mauvaise lecture. Ce n'est même pas comprendre ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, il faut être dans le jeu pour combattre le système. Parce que si vous êtes hors jeu, vous êtes carrément mis KO. J'en ai vu qui disaient, oui, mais on ne comprend pas. Et le PDCI et le PPRCI, ils ont dit qu'ils sortent de la CEI. Et donc, ils vont déposer encore leur dossier. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils mettent M. Ouattara face à ses responsabilités. Ils ne veulent pas être comptables du chaos qui adviendra. Si d'aventure il y avait du chaos. Donc, il faut que les gens fassent preuve un peu d'analyse, de hauteur d'esprit, quitter dans les bassesses. La crise
Elle est là, sous nos yeux, elle est sous-jacente. Et moi-même, elle m'inquiète encore plus. Et j'ai dit. Alors, pensez-vous que les institutions ont la capacité aujourd'hui donc de regagner donc la confiance des citoyens au vu de ce que nous voyons? J'allais dire, peut-être qu'on pouvait exprimer. Vous savez, je suis maintenant, au fur et à mesure que nous évoluons, vous allez voir dans la suite, sur les hypothèses que je vais analyser, il ne faut pas rêver avec M. Ouattara. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire, même vous y compris, qui nous sommes dit, peut-être qu'il va se ressaisir. Ah, peut-être qu'il va se ressaisir. M. Ouattara ne se ressaisira jamais. Il est dans une logique. La logique, c'est moi ou c'est moi. C'est ce que la CPI avait cru reprocher à M. Gbagbo. On gagne ou on gagne. Ils sont dans leur logique de premier coup KO. Et ils se disent, on compte les jours. Vivement que le 25 octobre arrive et qu'on passe à autre chose. On ne passera pas à autre chose. Et c'est pour cela que, pour répondre précisément à la question, je ne peux plus croire aux institutions. Un président de la CEI qui assiste à la déclaration des candidats, alors que tous les autres candidats se sont exprimés, il n'y avait personne. Il n'y avait que leurs partisans autour d'eux. Mme Gbagbo était entourée de ses amis, de Cap Sud, comment dire, Capsi, comme mon frère et ami Sacha Blé-Goudé, etc. Mais les autres, voilà. Mais là, lorsque M. Ouattara a déposé sa candidature, ils étaient à côté. Ils étaient là. Ce qui est tout à fait ridicule. Ce qui montre clairement qu'ils ne peuvent pas se cacher désormais de leur appartenance, de leur soutien, de leur, j'allais dire, de leur confusion avec le régime au pouvoir. Ça, malheureusement. Et peut-être vous allez me dire, est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait redresser la barre? Je rêve avec vous, mais je vais le faire par la suite à travers l'analyse des hypothèses. Alors, puisque vous parlez donc d'hypothèse, Dr Bogasako, quelle serait, selon vous, donc la première hypothèse de réponse du Conseil constitutionnel? La première hypothèse, de toute façon, il y en a deux, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Deux grandes hypothèses. La première hypothèse, mais celle qui paraît la plus évidente, qui paraît la plus logique, même, non, pas évidente et logique, au regard de la succession des événements, c'est que au plus tard, le 10 septembre, mais ça peut se faire avant, un ou deux jours avant, peu importe, ça dépend du Conseil constitutionnel, s'il est prêt avant, le plus logiquement, le quatrième mandat, disons la quatrième candidature sera validée. Oh, vous vous rappelez de la troisième candidature, non? Non, plutôt de la deuxième candidature. La deuxième candidature, le Conseil constitutionnel avait dit, c'est vrai que M. Ouattara, voilà, une candidature dérivée. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel dit, moi, je ne cherche pas par là. Je ne rentre pas dans le fond. Parce que dans le fond, c'est M. Gbagbo qui avait pris une ordonnance pour que le monsieur soit candidat à l'élection de 2010. Une seule candidature. Le monsieur dit, j'ai été élu, la Constitution prévoit deux, donc je vais faire deuxième. Et rappelez-vous, un grand homme de droit, j'allais dire le plus grand homme de droit dans notre pays, avait démissionné. Parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'une candidature bloquée par la Constitution soit validée pour un deuxième mandat. Ce n'est pas possible. Surtout que les dossiers allaient être bloqués à l'analyse par le Conseil constitutionnel au deuxième mandat. Donc, quand on remplace le professeur, le grand maître Vaudier, par M. Kone Mamadou, l'ancien membre de la rébellion des forces nouvelles de l'époque, quand il arrive, lui dit, moi, je ne rentre pas dans le fond par dérivation. J'estime que la Constitution dit deux mandats, le monsieur a fait un, moi je ferme les yeux, je l'autorise à faire un deuxième. C'est exactement ce que va faire le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Il va dire, ah non, 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 moi, on me dit, on est dans la troisième république. Dans une république, selon la Constitution, il y a deux mandats pour chacun. Il en a fait un, je l'autorise à faire un deuxième, sans rentrer même dans le fond. Et donc, on ne peut pas attendre de miracle du Conseil constitutionnel qui se permettrait, je tombe, mais vraiment, je rêve de bloquer la candidature de M. Ouattara. C'est impensable. Alors, il suffit de voir même le parcours. J'ai vu des images
de Madame la Présidente, j'ai tellement de respect pour les dames, et encore plus pour une haute magistrate, mais le fait de voir avec Kandia Camara dans certaines images et tout, les postures n'inspirent pas confiance, malheureusement. Donc, je ne suis pas surpris de ce qui adviendra, s'agissant de la candidature de M. Ouattara. Ensuite, dans la même logique, n'oubliez pas qu'elle est magistrate. Donc, je n'ai jamais vu, c'est très rare de voir qu'au sein de la magistrature, au sein d'une corporation, il y a des contradictions. Par corporation, on est toujours appelé à se solidariser, à se soutenir. C'est pour cela que j'estime qu'elle ne peut pas contredire les magistrats qui ont condamné M. Laurent Gbagbo à 20 ans. Donc, elle va certainement s'appuyer là-dessus et puis rejeter sa candidature. De même, dans le cas de Tidiane Thiam, elle va prendre l'argument, il n'est pas sur la liste électorale, il a été exclu de la liste électorale, donc moi, voilà, c'est une loi qu'il a exclue, il n'a pas respecté ce critère du code électoral, je m'appuie là-dessus pour rejeter. Donc, en fait, la première hypothèse, la plus plausible, la plus logique, si on s'en tient à l'évolution des choses, et selon la volonté de M. Ouattara, c'est ce qui va être fait. On va rejeter M. Gbagbo, on va rejeter M. Tidiane Thiam, M. Ouattara sera confirmé. Mais ce sont les conséquences qui pourront être dramatiques pour notre pays. Est-ce que l'article 48 aussi ne frappe pas M. Ouattara? Et si ça frappe M. Ouattara, est-ce qu'on peut dire, bon, par dérivation, comme il a déjà été président, on ne peut plus revenir en arrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors vous savez, mon cher ami Jacques Roger, c'est ce qui est déplorable dans notre République actuelle. Et quand nous disons que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, c'est que le droit n'est pas dit de façon équitable pour tout le monde. Le droit est analysé à géométrie variable. C'est malheureux. Et c'est ce qui fait qu'on a cette crise-là, en fait. Sinon, si le droit était pratiqué de façon impersonnelle, de façon équitable, on n'aurait pas eu de problème. Avec la même disposition, il y en a qu'on poursuit et il y en a qu'on épargne. On ne peut pas être dans un état de droit. L'état de droit, il est républicain, il est équitable pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sinon, si on prend le cas de M. Tidiane Thiam, frappé par l'article 48 du Code de la nationalité, je précise que c'est l'article 48 du Code de la nationalité, à ne pas confondre avec l'article 48 de l'ancienne Constitution qui avait aussi fait débat, que M. Gbagbo a d'ailleurs utilisé pour que M. Ouattara soit candidat. C'est le fameux article 48 de la Constitution de 2000. Mais ici, nous parlons de l'article 48. D'ailleurs, M. Tidiane Thiam est doublement victime de cet article. Parce que M. Tidiane Thiam, quand j'ai parcouru le dossier, j'ai regardé, au fond, il a deux nationalités. Il est à la fois français et il est à la fois ivoirien. Donc, on ne pouvait pas dire même qu'il a fait, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et dès l'instant où il a renoncé à la nationalité française, il était tout à fait libre. Mais à côté de lui, le cas que vous soulevez, le cas de M. Ouattara, on n'a jamais vu une seule déclaration judiciaire dans laquelle il a renoncé aux autres nationalités. Parce qu'il a vécu aux États-Unis. Qui nous dit qu'il n'a pas pris la nationalité américaine? Il a vécu, il a flirté avec le Burkina Faso aussi, il ne veut pas reconnaître ses origines burkinabées. Qui nous dit? Et puis, il y a des actes d'achat en tant que burkinabé. Donc, vous voyez, tout ça, ça prête la confusion. C'est pour cela que les questions de nationalité, on aurait pu les éviter cette fois-ci en laissant les Ivoiriens choisir entre M. Tidiane Thiam et les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une république à géométrie variable où le droit est appliqué à la tête du client. Hélas. Et j'ai dit. Merci beaucoup. Le docteur Bogassako, concrètement, que pourrait-il se passer en Côte d'Ivoire, disons, dans les prochains jours et semaines à la suite, donc, si vous voulez, donc, de ces décisions attendues, selon vous? Oui, et je pense que ça va être ma dernière parole, parce que je voudrais dire ceci. Malheureusement, alors souvent, les gens nous traitent d'oiseaux de mauvais augure, de rabat-joie ou de prédicteurs du chaos. Non, moi, j'ai fait une analyse, mais une analyse réaliste. Et comme ça se fait en France, comme ça se fait en France, chez Macron, le gouvernement va tomber d'ici une semaine. Vous voyez, le gouvernement Bayrou. Pour dire quoi, un analyste, il se fie aux faits et il fait une analyse plate. Cher ami, on a 4 étapes où le danger guette la Côte d'Ivoire.
il y a 4 temps forts où le danger guette la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment le dire, et ça, c'est un message que j'envoie au gouvernement. Première étape, le jour de la proclamation de la liste définitive des candidatures. C'est un moment très fort, un moment extrêmement fort au regard de l'analyse que je viens de produire. Et selon cette analyse, tout semble, tout donne à croire que le Conseil constitutionnel va valider la candidature de M. Ouattara, va rejeter celle de M. Gbagbo et de Tidjane Thiam. Ce qui est extrêmement dangereux parce que l'opposition nous a dit pas de 4e mandat. Donc, si vous validez la candidature pour un 4e mandat, imaginez ce que cela peut créer dans le pays. Deuxièmement, l'opposition voudrait une élection inclusive. Si vous ne retenez pas la candidature ni de Gbagbo, ni de Tidjane Thiam, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, premier moment fort, ça va être probablement au plus tard le 10 septembre, lors de l'annonce de la liste définitive des candidatures. Premièrement. Deuxième moment, qui sera difficile aussi à gérer en fonction de la liste proclamée, que va-t-il se passer pendant la période de campagne? Parce que pendant la campagne, il faut sillonner toute la Côte d'Ivoire. Or, il y a des bastions qui sont réservés à ces candidatures que vous allez rejeter. Est-ce que vous pourrez assurer la sécurité de tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national? J'ai peur pour la période de campagne électorale si on n'a pas pu obtenir un minimum de consensus. Troisième moment fort, ça va être le jour de l'élection. Si l'élection est maintenue au 25 octobre, dans le climat actuel, dans le contexte actuel, il y a des raisons d'avoir peur. Et en tant qu'Ivoirien qui aime son pays, j'ai des raisons d'avoir peur. Et le 4e et dernier moment qui va peut-être s'étendre, c'est lors de la proclamation des candidatures. Parce que M. Ouattara nous a habitués à des passages en force. Une fois que l'élection est terminée, il peut se proclamer vainqueur. Dans un tel contexte, dans la Côte d'Ivoire que je vois là, avec des millions de personnes qui sont rassemblées à Yopougon, venir dire que Ouattara a gagné pour un 4e mandat, j'ai bien peur. En tant qu'Ivoirien, mais en tant que citoyen, mais en tant qu'humain, j'ai le droit aussi de réfléchir et je peux donner mon point de vue. On ne veut pas l'entendre. On m'a contraint à l'exil. Mais d'ici, par la magie des ordres et par la grâce du divin, j'ai pu donner mon point de vue. Et c'est parce que j'aime mon pays, je dois interpeller les autorités, je dois interpeller tous mes compatriotes. Les jours qui arrivent ne seront pas de tout repos, ne seront pas aussi joyeux pour mon pays, malheureusement. Et j'ai dit. Malheureusement. Merci beaucoup, docteur Bogassako, et surtout, portez-vous bien. Hein? Alors, merci beaucoup. Voilà, merci donc à notre invité, docteur Bogassako, pour ces éclairages, j'allais dire, précieux sur donc, ce moment crucial de la vie politique ivoirienne. Et une chose est claire, l'avenir donc du processus électoral dépendra donc de la capacité du Conseil constitutionnel à se montrer donc impartial et donc à placer donc les institutions au-dessus donc des calculs partisans. Les décisions qui seront donc rendues dans les jours à venir auront donc un impact direct, non seulement sur les candidats, mais sur, disons, la paix sociale, la stabilité institutionnelle et donc la confiance du peuple. Chers auditeurs, restons donc vigilants, car la démocratie n'existe que si donc les institutions appartiennent véritablement donc au peuple et non à un camp politique. J'allais dire le RDR devenu donc RHTP. La question que j'avais oublié de poser au docteur Bogassako, mais le RHTP a peur de quoi? Il contrôle tout, tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la communication, les finances donc de l'État, la CEI, le Conseil constitutionnel. Ils ont peur de quoi? Alors ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Ils ont peur de quoi? Mais malheureusement, ça sera certainement pour une autre fois. Merci beaucoup les gars et surtout donc rendez-vous pour une autre émission, disons la semaine prochaine avec le docteur Bogassako. Et à partir donc de lundi, nous aurons donc des invités. Merci beaucoup et au revoir.